les yeux de feu. Il est 8 heures du matin, ce 4 juin 1970, et comme tous les jours, à pareille heure, Giovanni Malfante prend sa douche. Giovanni Malfante, 30 ans, médecin à Bolzano, dans le nord de l'Italie, est particulièrement de bonne humeur. Il ouvre les robinets. Le contact de l'eau fraîche lui procure une intense satisfaction. Il s'exclame, tout en se savonnant vigoureusement: « Il n'y a rien à dire, une bonne douche froide, cela vous réveille un homme. » C'est alors que Giovanni Malfante a une curieuse sensation. Il met quelques instants avant de découvrir de quoi il s'agit. Mais le doute n'est pas possible. Cela sent le brûler. Sa femme est allée conduire la petite à l'école. Ce doit être Cynthia Nichols, la nurse écossaise, qui a oublié quelque chose sur le feu. Il ferme le robinet et passe son peignoir. Cela devait arriver. Ce n'est pas une affaire, la petite Cynthia. Elle n'est jamais à ce qu'elle fait. Elle a toujours l'air bizarre, absent. Giovanni Malfante ouvre la porte de la salle de bain et la referme, épouvanté. Une flamme vient de lui sauter au visage. Il lui a brûlé les cheveux et les sourcils. Tout le couloir est en feu. Il se met à hurler. « Au secours, Cynthia, faites quelque chose !» Il continue quelque temps, mais c'est sans doute inutile. Cynthia est déjà allée chercher de l'aide. Épuisé, il se tait. La seule chose à faire est d'attendre les pompiers, car il n'a malheureusement aucun moyen de fuir. La salle de bain n'a pas de fenêtre. Bientôt, Giovanni Malfante se met à tousser. Ses yeux le piquent. Il découvre avec horreur qu'une fumée âcre est en train de se glisser sous la porte. Il ne doit pas rester là, sinon il va mourir asphyxié. Il n'a pas le choix, il faut faire vite. Il ouvre les robinets en grand et se met sous la douche avec son peignoir. Il prend une serviette et s'en recouvre le visage. Lorsqu'il est complètement trempé, il va à la porte, bloque sa respiration, ouvre et se rue devant lui en fermant les yeux. En quelques secondes, il est au bout du couloir. Il dévale l'escalier et s'affale au rez-de-chaussée. Il a une sensation atroce de brûlure. Et tandis que monte dans ses narines une odeur écœurante de chair grillée. Sa propre chair. C'est à ce moment qu'il lève les yeux et il reste pétrifié. Cynthia Nichols est là, en haut des marches, à l'extrémité du couloir en feu, et elle le regarde, immobile, les yeux grands ouverts et fixes. Il avait toujours trouvé à cette fille de 20 ans quelque chose d'étrange, mais jamais elle ne lui avait apparu aussi inquiétante. Elle a une chevelure rousse et des yeux verts. Ses yeux, on dirait qu'ils lancent des flammes. Giovanni Malfante s'évanouit. On frappe à la porte de la petite chambre où s'est réfugiée Cynthia Nichols, dans un hôtel de dernière catégorie de Bolzano. C'est le patron de l'établissement, un gros homme à la chemise ouverte sur un gilet de corps sale. « Alors, quand est-ce que vous allez partir? Ça fait déjà 2 jours que vous êtes ici. » La jeune Écossaise parle d'une voix douce, mais trop douce justement, comme désincarnée. « Je n'ai pas l'argent du retour. Les Malfante m'ont renvoyé sans me payer. J'ai écrit à mes parents, ils vont m'adresser un mandat. » L'hôtelier réplique d'un ton bourru. « Il faut leur dire merci aux Malfante. Moi, à leur place, j'aurais porté plainte. Et c'est pas chez moi que vous seriez, c'est en prison. » « Mais je n'ai rien fait. En tout cas, mandat ou pas, demain, je ne peux plus vous voir ici. Je ne veux pas de sorcière chez moi. »« Mais comment vais-je faire? Ça, c'est pas mes oignons. » 3 petits coups discrets sont frappés à la porte restée ouverte. Un homme d'une 40aine d'années, bien mis, au visage avenant, tout saute sur le seuil. « Vous êtes bien Miss Cynthia Nichols ?» La jeune fille répond d'un oui surpris. « J'aimerais m'entretenir avec vous, mademoiselle. J'ai une proposition à vous faire. Voudriez-vous nous laisser, monsieur ?» L'hôtelier se retire en regardant avec curiosité ce visiteur distingué. Dès qu'il est parti, l'homme se présente. « Je m'appelle Pietro Pagnini. J'ai été très choqué des réactions des habitants du quartier. Tout le monde vous accuse d'être une sorcière. C'est absurde et c'est révoltant. C'est pourquoi je veux faire quelque chose pour vous. » Cynthia ne répond pas. Elle fixe en silence son interlocuteur avec ses grands yeux verts. « Voilà, mademoiselle, je vis seule avec mon père qui est impotent, et ma bonne m'a quitté. Alors, si vous êtes d'accord, je vous engage tout de suite. » Cynthia Nichols a une sorte de sourire. « Mais vous n'avez pas peur ?»« Non, j'ai pas peur.
Je me moque bien de ce que les gens diront. Alors c'est un oui? La jeune Écossaise va vers sa petite valise et pour toute réponse commence à empiler ses affaires. 13 juin 1970. Il y a une semaine que Cynthia Nichols a été engagée comme bonne et garde-malade dans la luxueuse villa des Panini. Car les Panini ne sont pas n'importe qui à Bolzano. Monsieur Panini père, Domenico Panini, possède les plus importantes exploitations de la région. Son âge et une paralysie consécutive à une attaque le contraignent à une semi-activité, mais il tient à gérer encore personnellement ses affaires, secondé par son fils. Et justement, Domenico Panini, qui n'a jamais été de caractère commode, est en train de dire sa façon de penser à propos de la jeune Écossaise que Pietro a engagée la semaine dernière. « Elle ne me plaît pas, cette fille. C'est encore une de tes idées. Tu as toujours eu des idées idiotes. » À 40 ans passés, Pietro Panini est resté un petit garçon devant son père. « Mais papa, je ne comprends pas. Elle présente bien. Elle est bien élevée et elle fait bien son travail. » Domenico Panini s'agite sur son fauteuil roulant. Malgré ses cheveux blancs et les traces évidentes de la maladie, il y a une singulière vitalité en lui. « Bien, bien, tu ne sais dire que cela. Tout est toujours bien avec toi. Moi, je sais juger les gens du premier coup d'œil. Cette fille est dangereuse. C'est aussi évident que 2 et 2 font 4. Enfin, papa, tu ne vas pas croire à ces histoires de sorcières aux yeux de feu. Je n'y croyais pas avant de l'avoir vue, mais maintenant j'y crois. Tu vas me faire le plaisir de la renvoyer. » Pour une fois, Pietro ose tenir tête à son père. « Je suis désolé, je la garde. Je ne peux pas jeter cette pauvre fille à la rue sans un sou. »« Comme tu voudras, mais surveille-la bien. » 6 août 1970. Pietro Panini est dans le jardin de sa maison. Il n'est pas seul. Tout le quartier est là, tenu à l'écart par un cordon de policiers, tandis que les pompiers de Bolzano, avec tous les moyens dont ils disposent, tentent d'éteindre un feu d'une rare violence, qui est en train de ravager la chambre du vieux Domenico. Pietro travaillait dans son bureau au rez-de-chaussée lorsque, vers 4 heures de l'après-midi, il a senti une forte odeur de brûlé. Il a couru au premier, c'était déjà trop tard. Le couloir qui donnait accès à la chambre de son père était en flammes. Il était impossible d'approcher. Il n'a pu que prévenir les pompiers. Mais le pire est que Domenico Panini était en train de faire la sieste et que, paralysé des 2 jambes, il n'a évidemment pu fuir. Il est 4h30. Les tonnes d'eau que déversent les lances d'incendie arrosent des colonnes de fumée noirâtre. Livide, Pietro Panini contemple le terrible spectacle en compagnie du commissaire du quartier, Dante Alberti, qui est accouru aussitôt. « Dites-moi la vérité, commissaire. Vous pensez que ce puisse être un geste criminel ?» Dante Alberti vient juste d'être nommé à Bolzano. C'est d'ailleurs son premier poste en tant que commissaire. C'est un jeune homme d'une 30aine d'années, à l'allure sportive et au visage ouvert. « J'en suis sûr, monsieur Panini. Vous avez vu la couleur de la fumée? C'est de l'essence. Au fait, je ne vois pas votre bonne Écossaise. » Pietro Panini est hagard. C'est vrai, elle n'est pas là. Maintenant, je comprends. J'ai voulu me croire plus intelligent que tout le monde. Eh bien, tout est de ma faute. Et il répète à plusieurs reprises. Tout est de ma faute. Les pompiers sont enfin venus à bout des flammes. Munis de masques à gaz, ils escaladent la façade par la grande échelle et redescendent peu après un paquet informe. Le corps carbonisé de Domenico Panini, recouvert d'une couverture. Le commissaire Dante Alberti se retourne brusquement. Dans la foule derrière lui, des cris sauvages viennent d'éclater. Il bouscule tout le monde et arrive à l'origine du tumulte. Cynthia Nichols est là. Elle est immobilisée et regarde la maison fumante, les bras le long du corps. Ses yeux verts fixent le désastre et ils expriment l'émerveillement. Oui, il n'y a pas d'autre mot. L'émerveillement. Des cris fusent autour d'elle. « Sorcière! À mort la sorcière !» Plusieurs poings se dressent. Le commissaire Alberti prend la jeune fille par le bras et l'entraîne rapidement vers sa voiture. « Allez, venez avec moi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Cynthia Nichols semble s'arracher avec regret à la contemplation des volutes de fumée et le suit sans rien dire. Une fois qu'ils sont tous les deux dans son bureau, le commissaire Alberti commence par l'observer avec attention.
Oui, elle a bien quelque chose d'inquiétant avec ses cheveux roux et ses yeux verts. Il n'a pas besoin de l'interroger, elle parle d'elle-même. Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi qui agis. Vous voulez dire que vous n'avez pas conscience de ce que vous faites? Cynthia Nichols s'exprime de sa voix étrange, trop douce, désincarnée. Ce sont mes yeux. Je regarde, je désire, et le feu vient. C'est ainsi que vous avez mis le feu à la salle de bain de M. Malfante et à la chambre de M. Panini? Ce n'est pas moi, monsieur, ce sont mes yeux. Mais vous n'étiez pas là tout à l'heure quand la maison de M. Panini a brûlé. Où étiez-vous? Quelle importance! Dante Alberti, sans trop savoir pourquoi, a envie d'en savoir plus sur le sujet. Cette jeune fille visiblement déséquilibrée, qui s'accuse aussi facilement, le met mal à l'aise. Il sent quelque chose de grave. Mademoiselle, essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait cet après-midi. C'est très important. Détendez-vous. Docilement, Cynthia Nichols se laisse aller sur sa petite chaise. Et un morceau de carton tombe de sa main, qu'elle avait tenue crispée jusque-là. Le commissaire se baisse et ramasse l'objet. Un ticket de cinéma. Vous étiez au cinéma tout à l'heure. Quel film avez-vous vu? La forêt en marche. C'est un film d'épouvante. J'adore les films d'épouvante. Alors ce n'est pas vous qui avez mis le feu puisque vous étiez au cinéma. Quelle importance puisque ce sont mes yeux. Bien sûr, ce sont vos yeux. Mais dites-moi qui vous a conseillé d'aller au cinéma cet après-midi? La réponse vient tout naturellement de la même voix irréelle. Mais c'est monsieur Pietro. L'après-midi du 6 août 1970 n'est pas encore terminé. Le commissaire Dante Alberti a quitté son bureau et se retrouve chez Pietro Panini, plus précisément dans la chambre de son père. L'odeur âcre est presque intolérable. Sous le lit calciné, on voit des restes tordus de 2 bidons d'essence. Pietro Panini semble toujours sous le coup d'une violente émotion. Ses mains tremblent légèrement. « Alors, cette pauvre fille a avoué, commissaire ?» « Elle a avoué. Je suis sûr qu'elle n'est pas responsable. » Dante Alberti répond tout en examinant le mur noirci. « Elle n'est certainement pas responsable. Elle se prend pour une sorcière, mais c'est une pyromane. C'est elle qui a mis le feu chez les Malfante. Et chez moi, dire que je n'y croyais pas. » « Non, pas chez vous, monsieur Panini. Chez vous, ce n'est pas elle. »« Comment? Vous venez de me dire qu'elle a avoué. » »« Oui, elle a avoué, mais ça ne signifie rien. Elle était dans un état complet de confusion mentale. L'important, c'est qu'elle n'était pas là au moment où l'incendie a éclaté chez vous. Elle était au cinéma où vous l'aviez envoyée pour rester seule avec votre père. » Le visage élégant de Pietro Panini se contracte dans une grimace. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Je veux dire, monsieur Panini, que vous avez tué votre père. Il y a des années que vous attendez de profiter de sa fortune. Alors quand vous entendez cette rumeur à propos de la malheureuse Cynthia Nichols, vous avez une idée diabolique. Vous engagez chez vous cette pyromane et mythomane, et vous savez parfaitement que ce sera elle qu'on accusera. Peut-être même s'accusera-t-elle toute seule, ce qui d'ailleurs était le cas. Pietro Panini est verdâtre. C'est monstrueux, c'est délirant. Le commissaire Alberti promène la main sur l'un des murs calcinés. Vous voyez ce que c'est que ça? C'est un crochet de tableau. Il y en a 2 autres dans la pièce, mais les tableaux ne sont plus là. Croyez-vous que Cynthia Nichols aurait décroché des tableaux avant de mettre le feu? Mais vous n'auriez pas laissé brûler des œuvres d'art et de prix. En fait, c'était quoi ces tableaux, monsieur Panini? Il y a un long silence, puis la réponse arrive d'une voix étranglée. Des vues de Venise par Canaletto. Je ne pouvais tout de même pas. Pietro Panini, que son amour pour la peinture avait perdu, a été condamné à la prison à vie. Quant à Cynthia Nichols, après quelques mois dans un asile psychiatrique, elle est retournée dans son Écosse natale. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Cynthia, qui avait voulu s'offrir un séjour en Italie, a retrouvé son équilibre dans les brumes de l'Écosse. Après tout, ce n'était peut-être qu'une question de climat.